Merci. Donc, Erwan Fleischer. On reste dans le cardiovasculaire. Voilà, donc les enjeux de l'assistance circulatoire mécanique de courte et longue durée. Merci Erwan, tu as la parole. Merci beaucoup. Pardon. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Fabien, merci Karim de m'avoir proposé de participer à cette session qui m'honore ici à Rennes. Alors moi j'ai une question peut-être un peu moins technique, peut-être un peu plus philosophique, sur les enjeux de l'assistance circulatoire mécanique de courte et de longue durée. Alors j'ai pas de conflit d'intérêt en dehors du fait que ce que je vais vous dire reflète en grande partie mon opinion, et que c'est bien sûr discuté et discutable. J'ai coupé la poire en deux. Je vais d'abord parler de l'assistance circulatoire mécanique de courte durée, et après je dirai quelques idées sur l'assistance circulatoire mécanique de longue durée. Alors la courte durée, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est des petites pompes. Alors, est-ce que ça marche? Peut-être que j'attende un petit peu. Est-ce que ça démarre? Ça marchait tout à l'heure. Ah, ça marchait tout à l'heure ça marchait sur mon ordi. Bon, c'est pas très grave, on va continuer à Capella, c'est pas très grave. C'est des petites pompes qui coûtent pas excessivement cher, qu'on peut mettre facilement, assez rapidement, la plupart au lit du malade. Donc vous avez les fameux ballons de contre-propulsion que je pense beaucoup d'entre vous ont connus. Il y a des nouvelles pompes, des Impella. Alors vous avez l'Impella 2,5, 3,5, 5 litres, 5 litres 5, c'est la famille Impella. C'est des petites pompes axiales qui vont générer un débit continu et qui permettent d'assister temporairement un patient, la circulation d'un patient qui est en train de mourir. La plus connue, la rockstar entre guillemets des assistances depuis une quinzaine d'années, c'est la fameuse ECMO, extracorporeal membrane oxygénation. Alors je ne parlerai que de la VA, donc la véno-artérielle, qui permet donc de soutenir la circulation sanguine du patient. Donc, le principe est relativement simple, c'est une CEC qu'on implante au lit du malade. Donc vous mettez ici au niveau du scarpa une canule dans la veine qui remonte jusqu'à l'oreillette droite et qui va drainer le sang veineux du patient. Ça passe dans la pompe, ça passe dans un poumon et vous réinjectez donc de façon rétrograde dans l'artère fémorale et instantanément vous avez rétabli un débit et une oxygénation pour votre patient. On rajoute un petit cathéter ici antérograde pour éviter l'ischémie aiguë. Ça ne coûte pas très cher, ça va dépendre des centres et des modèles, mais c'est à peu près 1 000 € le dispositif, et vous allez bien comprendre que c'est un outil extrêmement puissant. C'est le 4x4, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. En réanimation, lorsque vous êtes à bout de traitements et de thérapeutiques pour le cœur et le poumon, donc évidemment en réanimation c'est extrêmement fréquent. Ça peut être une myocardite, ça peut être une intoxication médicamenteuse, ça peut être nous pour sortir de CEC, parce qu'on ne peut pas sortir de CEC une valve ou des pontages, ça peut être en attente d'une greffe cardiaque, ça peut être après une greffe cardiaque. C'est un couteau suisse. Encore une fois, c'est facile à implanter, ça ne coûte pas très cher, qu'on a vu les coûts dont on parlait tout à l'heure, et c'est instantané, ça va restaurer un débit immédiat. Donc, évidemment, très séduisant, et vous avez, bon, je me suis arrêté en 2021, mais ça continue de monter. Ça, c'est l'ELSO, l'Organisation internationale de l'ECMO. Vous avez une montée exponentielle de l'utilisation de cet outil, avec, et j'attire déjà votre attention quand même, alors si vous regardez le circulatoire ici, parce qu'il y a les causes pulmonaires, la ressuscitation, je vais y revenir, mais vous avez quand même une majorité de patients qui décèdent à la sortie. 55 patients, vous me direz, c'est versus 100% de morts. Donc c'est pas si mal, on en sauve 4 sur 10, c'est à peu près les chiffres de l'ECMO véno-artérielle, c'est pas si mal, mais quand même, gardez ça en tête. Alors l'ECMO en soi, ça ne va pas soigner en soi, vous allez acheter du temps. Pourquoi? Essentiellement pour récupérer votre organe, alors soit c'est le poumon dans le SDRA, la grippe, le Covid, etc. Mais nous on est dans la circulation, votre infarctus, les médicaments, la boîte de bêta-bloquants que vous avez avalé, on va vous dialyser, la myocardite récupère, on peut retirer l'ECMO. L'autre possibilité, c'est que malheureusement, malgré l'ECMO, vous échappiez et que vous décédiez,
sous ECMO. Et encore une fois, c'est la majorité des patients. Et puis, si vous ne récupérez pas, eh ben, soit on peut vous greffer parce que vous avez 20 ou 40 ans, soit on ne peut pas vous greffer ou on n'a pas de greffon, et à ce moment-là, on va mettre une autre pompe, dont je parlerai tout à l'heure, qui sont les pompes de longue durée. Donc, c'est ce fameux pont. L'ECMO va vous permettre de trier et d'empêcher le décès immédiat, en tout cas, du patient à 2 h du matin. Ouais, c'était de la LV quand on a recoupé. Il y avait le son. Est-ce que je retire le son? Je retire. Voilà une ECMO au CHU de Rennes. Là, elle est en temps réel, donc c'est pas accéléré. C'est une jeune femme qui arrive sous massage. Et vous voyez, là je suis à 40 secondes. Là on a 1 minute 20, on a champé. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, on a abordé l'escarpa, on est à 2 minutes 40. C'est pas forcément l'ECMO la plus rapide que j'ai mise, hein, mais vous voyez, 4 minutes 19. Et ça va à 7 minutes 30, on part en CEC. Voilà, 1 000 €, 7 minutes, 8 minutes. Donc en une dizaine de minutes, vous avez rétabli une circulation sanguine, une oxygénation du sang. Et c'est un outil puissant, vous voyez, ça a effondré pas mal de dogmes. Moi, j'avais appris qu'en dessous de 7 de pH, on était mort. Bon, ben, c'est faux. Voilà. La dernière qu'on a faite, Madame D, 47 ans, le week-end, il y a 15 jours, 6,8 de pH, 11 de lactate, 50 minutes de massage, elle est dans le service. Alors on en perd beaucoup, hein, encore une fois, la majorité de 7. Mais vous voyez, jusqu'où va-t-on? Jusqu'où peut-on aller? Donc ça change beaucoup de choses. Et ce qui change, c'est que vous voyez, maintenant, dans les recommandations européennes de 2021, dans les top messages, on peut commencer à envisager de mettre ça dans l'arrêt cardiaque réfractaire. Mais ça soulève des problèmes dont je vais parler maintenant. D'abord, est-ce que ça marche? Alors, je ne vais pas vous faire tous les résultats de chaque indication de l'ECMO, parce qu'on ne s'en sortira pas. L'ECMO dans la myocardite, l'ECMO dans la postcardiotomie, l'ECMO dans la greffe. Mais pour illustrer mes propos, je prends l'arrêt cardiaque. Je prends l'arrêt cardiaque, vous avez un très gros papier, notamment des réanimateurs et des SAMU parisiens, dans l'ESC 2020. On est dans l'arrêt cardiaque extra-hospitalier. Extra-hospitalier, donc l'arrêt cardiaque dans la rue. Vous voyez, 13 000 malades. Hein, 13 000 malades. Bon. Ils ont mis 520 ECMO et les 12 600, ils ont fait que masser. Pas de différence. Bon, donc plutôt, et ils disent, attention quand même, l'ECMO, bon, attention quand même. Autre papier, même année, hein, Lancet. Alors un chiffre beaucoup plus petit, hein, vous allez me dire, beaucoup plus petit, mais regardez, c'est complètement différent, alors c'est assez osé. Eux, ils ont randomisé. Arrêt cardiaque extra-hospitalier, ils randomisent. Il y en a un qui a l'ECMO et l'autre, il n'a pas l'ECMO. Alors c'est des fibrillations ventriculaires, c'est mis essentiellement, alors que le premier était mis beaucoup dans la rue, place d'Italie, enfin ils mettaient ça dans la rue, les urgentistes essayaient de mettre l'ECMO dans la rue. Là, on est plutôt sur des salles de cathé. Bon, ben voilà, là, il n'y a pas photo. L'ECMO, ça marche. Donc, ça attire votre attention sur le fait que c'est un outil. Avant de dire l'ECMO dans le massage, ça ne marche pas. Non, l'outil en lui-même, ce n'est pas l'outil qui est en cause. C'est à quelle population vous l'implantez, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, où. Et à ce moment-là, on peut avoir des points de vue complètement différents. Il y a encore le son dans celui-là. Mais pour vous dire que du coup, ça a amené à l'idée peut-être d'unité mobile d'assistance circulatoire, dont je sais ça a déjà été discuté ici à l'Académie, et l'idée de se dire, est-ce qu'on ne peut pas se déplacer, aller là où sont les malades mourants dans des centres qui ne disposent pas d'ECMO, implanter l'ECMO, le ramener, mais regardez un peu le bazar que c'est, hein. C'est à l'hôpital de Rennes, vous voyez, il y a 4, 5, 6 personnes, il faut prendre l'ascenseur avec ça, alors l'hélico, c'est compliqué, mais c'est la tendance des sociétés savantes, c'est de dire, faites des ECMO centers, avec des gens qui connaissent et qui maîtrisent, déplacez-les et ramenez ces jeunes myocardites en train de mourir dans un centre périphérique. Et c'est des éditoriaux, je vous en ai mis quelques-uns récents, pour dire qu'il faut développer ces centres et ces ECMO centers. C'est aussi le message du gouvernement. Le Covid-19, il y a eu les messages d'alerte rapide sanitaire, les MARS, là. Regardez. Régulation régionale réalisée par l'intermédiaire de l'UMAC de zone, qui n'existe pas. Hein. Donc le ministère nous demande de le faire. Nous n'avons pas de moyens, les astreintes ne sont pas doublées, comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on va dans le centre? Voilà une problématique. Alors, on avait fait un plaidoyer pour s'organiser, il faut qu'on s'organise sur ces assistances de courte durée. Alors soit, moi j'avais fait 3 niveaux, le centre qui a ni ECMO ni centre de chirurgie cardiaque, le centre qui a centre de chirurgie cardiaque et ECMO, mais pas accès à la greffe au cœur artificiel. Bon, d'autres font 4 niveaux, j'ai envie de dire, peu importe.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, avec le développement exponentiel de ces dispositifs, qu'on s'organise. Juste un petit mot encore pour dire qu'en plus, l'ECMO véno-artériel, s'il y a une greffe cardiaque qui est envisagée, vous donne un bonus énorme. Je vais y revenir, mais c'est 900 points sur 1000, parce que vous avez une ECMO. Donc si on vous a laissé dans un hôpital, vous pouvez perdre vos points parce que vous n'avez accès à cette greffe et à cette priorité que pendant 12 jours, y compris le jour de la pose d'ECMO. Donc d'où l'importance de référer rapidement ces patients au centre transplanteur. Donc pour cette première partie, ma réflexion, elle est que l'assistance circulatoire mécanique de courte durée, j'ai envie de dire quasiment l'ECMO, c'est un outil de réanimation et je crois qu'on peut dire presque même de ressuscitation. Il y a de multiples indications. Le problème que ça pose, c'est la diffusion d'une nouvelle technique, d'une nouvelle technologie sur un territoire. Quelle granulométrie vous voulez? Jusqu'où voilà, il y a Vannes qui a une ECMO, il y a Saint-Brieuc qui a une ECMO, il y a Lorient qui veut une ECMO. Mais si on le rentre, il faut que toutes les réanimations de France vont vouloir une ECMO. Mais pour en faire 1, 2 par an, avec des résultats peut-être questionnables. Donc voilà ma réflexion. Je ne vous fournirai pas forcément de réponse aujourd'hui, mais voilà les enjeux. Vous me demandiez les enjeux. Voilà le type d'enjeux que nous allons avoir à gérer, surtout dans les difficultés hospitalières actuelles. C'est-à-dire que je prends des lits en réanimation avec des malades qui ont 60% de mortalité, et on ne peut pas faire une valve aortique qui a 1% de mortalité qui attend 7 mois. Voilà les difficultés auxquelles nous allons être confrontés. La deuxième partie, alors là on change de registre, c'est aussi de l'assistance circulatoire mécanique, mais là on n'est pas sur quelques jours ou quelques semaines, on est sur des mois, on est sur des années. Alors de quoi parle-t-on? C'est ce genre de petites pompes, je ne sais pas si ça va marcher, oh là là, il y a du son, pardon, excusez-moi. Bon, pendant que je parle comme ça, vous allez... C'est des petites pompes à flux continu, hein, c'est comme quand vous ouvrez votre robinet aux toilettes, donc vous allez avoir des pompes centrifuges avec à flux continu que vous implantez au niveau de l'apex cardiaque, et puis qui éjecte le sang le plus souvent dans l'aorte ascendante, et il y a un câble qui sort du ventre et vous vous promenez avec des batteries. Et on a des patients maintenant qui ont vécu avec ça plus de 10 ans, une décade, etc. Je vous ai mis quelques photos, voilà, quelques radios. Donc vous voyez, selon les marques de machines, on peut même en mettre 2, etc. Là déjà, on n'est pas dans la même gamme de prix. Hein. Vous voyez, on va faire cette année, je pense, à peu près 60 ECMO, à peu près, hein, véno-artériel à Rennes. Ça fait à peu près 60 000 €, 70 000 €. Bon. Et là, j'ai mis 4 ou 5 machines cette année, à 100 000 € la machine. Je suis déjà à 500 000 € avec 4 malades. Hein. Donc vous voyez, on n'est pas du tout... on parlait d'économie de santé, on n'est pas du tout dans les mêmes coûts non plus. Hein. Donc voilà le type de dispositif dont on va parler maintenant. Je ne peux pas faire de bêtises non plus. Si j'arrive à passer ça. Ouais. Donc attention, hein, on n'est pas pour les malades les plus graves. Ça, c'est une classification qui chez nous est assez connue. Hein, c'est la classification Intermax. En fait, ça détaille le score NYHA 3 et 4. Entre les malades, donc il y a 7 stades. Hein. Le stade 1 et 2, c'est les malades mourants, notamment le 1. Le stade 1, c'est le crash and burn. C'est le patient qui va décéder dans la nuit, en fait. Il arrive à 18h, il va décéder dans la nuit. Voilà. Donc celui-là, il ne faut plus lui mettre ces pompes-là à 100 000 €, il faut lui mettre l'ECMO. Et les malades graves qui ne peuvent pas sortir de l'hôpital sous dobutamine mais stables, on peut éventuellement discuter la mise en place de ces pompes. Quand est-ce qu'on les met, ces pompes? Un petit peu toujours pareil, hein. Soit vous pensez que le malade va récupérer, c'est assez rare parce qu'en général le tri a été fait par l'ECMO. Déjà, avec une ECMO, on peut tenir 3 semaines, 1 mois, donc on ne met plus trop ces pompes-là en attente de récupération. Mais c'est surtout en attente de greffe, c'est en alternative à la greffe. Vous avez 70 ans, vous ne serez pas greffé. Voilà. Est-ce que vous acceptez les contraintes de la pompe? Oui, vous les acceptez, bon, on vous met la pompe, parce qu'on pense que vous vivrez plus longtemps avec que sans. Et puis parfois on ne sait pas, c'est le bridge to decision. Patient est aux soins intensifs, il fume encore, il prenait un peu d'alcool, pas trop mais un peu quand même, il a un âge limite, est-ce qu'on le greffe quand même, c'est un peu limite, est-ce qu'on ne fait pas une bêtise? Bon, on va lui mettre la pompe et on va voir s'il s'achète une conduite, s'il vient à tous les rendez-vous, s'il va en rééducation, s'il est coopérant, et à ce moment-là, pourquoi pas dans un second temps le mettre sur liste de greffe. Alors la réflexion ou l'enjeu que je vais avoir, parce que je ne peux pas tout faire dans le temps imparti, hein, je vais partir sur la greffe. Je vais partir sur la greffe pour voir un petit peu la réflexion qu'on peut avoir, qu'on a en France, qui n'est pas la même dans d'autres pays. Bon, il y a une inadéquation hein, en transplantation cardiaque entre donneur et receveur. Actuellement, il y a 2,2 receveurs pour un donneur. Donc, bon, grosso modo, pour un greffon, on a 2 receveurs, hein, pour faire simple.
Et sûrement que ces pompes pourraient avoir une place, mais avec des limites. Donc je disais tout à l'heure, il y a un score pour le cœur qui va de 0 à 1051 points. Et vous voyez, ce score est calculé uniquement sur 4 critères. Est-ce que vous êtes mourant sous ECMO véno-artériel? Ça, c'est déjà 900 points. Hein. C'est la raison pour laquelle, actuellement en France, 30% des greffés cardiaques sont sous ECMO. Il y a un gros appel à l'ECMO. Et le reste, c'est de la biologie. Donc, c'est le NT-proBNP, donc ça, c'est votre insuffisance cardiaque. Le débit de filtration glomérulaire. Est-ce que votre rein marche et est-ce que votre foie marche? Et avec ça, ça vous donne un score qui vous classe dans la liste d'attente. Vous voyez, quand vous avez la pompe, si on n'a pas pu vous greffer, vous avez un peu la double peine. Vous avez 45 ans, on n'a pas pu vous greffer, vous allez avoir le HeartMet, le pompe, là, voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si vous étiez sous ECMO, on a pu la retirer puisqu'on vous a mis la pompe de longue durée. Le BNP va redescendre puisque vous n'êtes plus insuffisant cardiaque, vous avez la pompe. Votre rein, il se normalise, votre foie, il se normalise. Vous n'avez plus de points. Et ça va être difficile d'être greffé. Donc il y a eu un amendement à ça, parce qu'on avait appelé ça, nous, les oubliés, là, les oubliés des pompes. On a fait un amendement en 2020, et normalement, maintenant, tous les 5 greffons, le 6e est pour un malade sous pompe, mais bon, on n'a que 2 ans de recul, on va voir ce que ça donne avec l'Agence de la biomédecine, mais il est possible qu'on stocke quand même quelques patients. On va voir. Et ce système d'allocation par rapport à la pompe, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Les résultats actuellement de la greffe cardiaque en France sont à 79% sur 2021-2022. Là, je vous ai mis 77%, mais c'est depuis une période un peu plus longue. Donc, un peu en dessous de 80% actuellement en France, à 1 an. Hein. C'est bien, mais il y a bien mieux à l'international. Hein. Regardez, là, c'est 80%. Hein. Donc, c'est plutôt... et encore, il y a des centres encore à 90-95% de survie à 1 an. Donc, on a 10, 15, 20 points de moins que certains centres anglo-saxons. Alors, ce n'est pas du tout parce qu'on est moins bon, hein, je vous rassure, c'est juste parce qu'on ne greffe pas les mêmes malades du tout. Hein. La particularité de la France est de greffer des malades très graves. Encore une fois, 30% des malades sont greffés sous ECMO. Sous ECMO, avec 11% des malades sous ventilation mécanique, 45% des patients sont en réanimation. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas dans certains pays anglo-saxons ou dans d'autres pays qui ont fait des choix différents de greffer des malades moins graves mais qui ont de meilleurs résultats. Mais il faut accepter de laisser mourir aussi des jeunes sous ECMO ou dialysés. Voilà. Donc c'est des choix de société. Et les pompes, vous voyez, les pompes dont je vous parle, on est largement compétitif avec la greffe à 1 an et à 2 ans. Vous trouverez des séries avec 80, là c'est 83% de survie, hein, c'est un peu flou, excusez-moi, c'est 83% de survie à 1 an. Donc c'est mieux que la greffe, et 75% de survie à 2 ans, avec un mélange, vous voyez, entre greffe et assistance aux États-Unis, qui, bon, c'est pas du 50-50, mais il y a quand même une industrie de la machine qui est beaucoup plus développée qu'en France. Alors attention, je vais être honnête, 85% de survie avec la pompe, c'est aux États-Unis. Hein. En France, 65% de survie à 1 an avec la pompe. C'est le registre ASIS ICD qu'on avait fait à Rennes, 16 centres, 10 ans de recul, plus de 600, presque 700 patients. Alors c'est sur une période, c'est vrai, un peu ancienne. Hein, vous voyez, le registre allait jusqu'en 2016, c'est des papiers de 2020. Mais là encore, c'est pas qu'on est moins bon, c'est qu'on greffe pas, on n'implante pas du tout, comme la greffe, on n'implante pas du tout les mêmes malades. Je vous ai dit 30% des patients greffés sous assistance en France, sous machine. Et bien regardez là, si vous ajoutez la petite pompe Impella, le ballon IABP, le ballon et l'ECMO, 21 plus 8, vous êtes à 40%, 39, vous êtes à 40% de malades implantés sous assistance circulatoire mécanique temporaire. Donc là encore, ces pompes font aussi bien que la greffe dans la littérature, mais encore une fois, attention à la population que vous décidez d'implanter. Et j'en arrive un peu à la fin de mes réflexions sur la longue durée. La longue durée, et on en parlait tout à l'heure avec M. Loisance, diminue en France considérablement. On implantait 200-250 pompes par an en France, et je vous ai mis là les dernières pompes, 193 en 2019, 170, 142, 123, nous sommes à 70 LVAD actuellement en France cette année. Donc toutes ces pompes dont je viens de vous parler, le nombre d'implantations chute considérablement, et la France recule. La France recule dans la pénétration là, de cette thérapie par million d'habitants. Vous voyez qu'on est loin. On est loin, l'Italie est devant nous, la Slovaquie, le Danemark, la Finlande, le Kazakhstan, la Suisse, la Serbie, la Belgique, la Lituanie, la République tchèque, bien sûr l'Allemagne, qui met beaucoup de machines.
Et en Espagne, je vous ai mis 2020, 2021, 2022, alors ça monte pas beaucoup, mais ça monte. En Italie, ça monte. Moi, ils appellent ça le French Paradox. Les Américains ne comprennent pas, ils disent mais la pompe chez vous c'est remboursé. Je dis oui, c'est remboursé, c'est pris en charge. Mais les résultats sont excellents, les résultats s'améliorent. Oui, les résultats sont bons, ça s'améliore. Et vous n'implantez pas, non. Voilà, on pourra en discuter, mais bon, on a des pistes de réflexion, mais la France, cette thérapeutique, peut-être parce qu'on a une politique très libérale sur la transplantation, on pourra en discuter. Vous voyez, ça c'est un paradigme, ça c'est le JACC. Le JACC, c'est un gros journal américain. Ils ont une vision complètement différente. Eux, ils proposent finalement, si on a la pompe sur l'étagère, si on peut la mettre, on la met à tout le monde. Tout le monde prend la pompe et on va garder la greffe comme un diamant précieux pour celui qui aura éventuellement un problème sous pompe, en roue de secours. Je ne dis pas qu'ils ont raison, hein. Mais vous voyez, selon les pays, selon les sociétés, selon les cultures et selon aussi les budgets, on a des points de vue différents. Donc mes réflexions et mes enjeux pour la longue durée, les résultats cliniques sont sans commune mesure avec il y a 10, 15, 20 ans. C'est-à-dire que là maintenant, vous mettez une pompe à quelqu'un, il a 85% de survie, au lieu d'une chance sur deux de mourir dans l'année quand même. Non. Les résultats ne sont pas mauvais. Certes, il y a des contraintes, il y a un câble, mais moi j'ai des patients, bon, je ne vous ai pas passé toute la vidéo, mais qui travaillent, un banquier, il y a eu un éleveur bovin, ils conduisent, il y en a qui vont en Turquie, ils prennent l'avion. Voilà, on a une vie quand même avec ces pompes. Les résultats français sont un petit peu en dessous, que ce soit en greffe ou en pompe, que le reste de la littérature, mais c'est dû à notre population, parce que c'est notre culture de SAMU, de sécurité sociale, de réanimation, de sauver les plus graves, et on n'a pas de si mauvais résultats si on considère la population qu'on a choisi d'implanter. Ça se développe, pas chez nous, sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Et enfin, probablement quand même qu'en France, à la fois dans les guidelines, mais aussi dans la vraie vie, on a ces patients probablement un peu trop tardivement. Voilà, après, si vous voulez qu'on rentre plus dans des données techniques, je suis à votre disposition. Hein. J'ai pris un peu pas de hauteur, mais c'était plus mes réflexions ou les enjeux sur l'assistance. Et encore une fois, je remercie les organisateurs. Je suis à votre disposition. Alors, les deux dernières, merci beaucoup. C'était très, très agréable à entendre. Et les deux dernières communications se ressemblent un peu, dans la mesure où on a commencé par de la philosophie avec Schopenhauer, et puis on termine en parlant de pognon, quoi. C'est un peu plus concret. Alors, moi, puisqu'on parle de pognon, 400 000 euros par an, 500 000 pour 400 malades, c'est-à-dire 100 000 euros par patient, à peu près, ça ne me choque pas. Encore une fois, je suis urologue, j'ai un collègue ici, on fait des ordonnances, des prescriptions à 100 000 euros par an, et il n'y a même pas de gynothérapie dedans, ni d'immunothérapie, c'est de l'hormonothérapie de nouvelle génération, qui donne de bons résultats, et donc chaque année on augmente le coût. Alors c'est un autre sujet. Oui, j'ai dit les sommes comme ça, mais c'était pas c'est plus sur la longue durée en tout cas, c'est plus nos résultats français par rapport aux résultats internationaux. Et puis cette décroissance de cette thérapeutique, alors, ça, c'est qui est un peu surprenante parce que d'autres pays européens ne l'ont pas. Mais alors c'est ma question, ça diminue. Où est-ce qu'ils passent? Où sont-ils ces malades? Parce qu'il n'y a pas plus de greffés cardiaques? Ben alors c'est compliqué. C'est compliqué. Moi j'ai que des pistes. Bon, il y a toujours l'effet post-Covid, mais enfin l'effet post-Covid commence à durer. Et puis d'autres pays ont repris et pas nous. Il y a des thérapeutiques compétitives. Notamment la cardiologie interventionnelle structurelle. Je peux vous donner des chiffres si vous voulez. Par exemple, dans les retranchements. Vous parliez du TAVI sur la période 2021-2022. Si vous regardez les PMSI, l'activité, sur la période 2021-2022, le TAVI augmente de 20%. Le MitraClip augmente de 70%. Ah ben voilà. Les stents de 6%. Et l'assistance chute de 40%. Alors on se dit, bon, ben voilà, l'explication, Erwan, elle est là. Mais en Espagne aussi, ils ont le MitraClip. En Italie aussi, ils ont le TAVI. C'est pour ça, je dis que c'est French Paradox. Il y a les difficultés de lit, quand même, hein, les difficultés structurelles de nos hôpitaux. C'est des patients très lourds qui prennent des lits pour longtemps en réanimation. On a tous des annulations et des reports.
Peut-être que c'est une piste. Je n'ai pas la solution, mais c'était enjeu et réflexion. Donc voilà. Oui, non, c'est bien. Albert Claude Benamou. Oui, tu ne nous as pas parlé de Carpentier, du cœur artificiel. Implantable. Mais Carmat, on peut en parler. Carmat, donc Carmat. Il y avait la question. Oui, ils n'ont pas implanté. Carmat, ils sont à 40 ou 41 implantations dans le monde. Moi, j'ai fait la 17e il y a 2 ans. Et le premier Carmat, c'est 2012. Donc en 11 ans, Il y a très peu, ils très sont faible de progression. à 40 ce soir. Donc voilà. Et là, c'est l'argent, ça coûte. Et c'est l'argent qui... pour l'instant, non, ils sont très inquiets comme nous. Là, actuellement, Carmat a des difficultés majeures à inclure dans leur dernière étude qui s'appelle Efficace. C'est difficile, pas forcément à cause de Carmat, c'est difficile parce qu'en France, justement, on a un environnement qui est peu propice au développement de l'assistance circulatoire mécanique de longue durée. Alors, j'espère que c'est temporaire, et peut-être que dans 1 an ou 2, ça va repartir très fort. C'est difficile. Mais en tout cas, c'est des interrogations qu'on a dans notre petit monde de l'assistance circulatoire mécanique. C'est difficile Donc, Carmat, de faire des statistiques avec si peu de cas. Quelle est l'espérance de vie moyenne? C'est difficile de faire des moyennes sur 40 cas d'un patient implanté avec le Carmat. Oui, après, ils ont des choses très intéressantes quand même. Oui, notamment, ils n'ont pas d'AVC. Alors, je ne suis pas rentré trop dans les détails médicaux ou techniques, mais c'est des pompes qui donnent quand même pas mal d'AVC. C'est à peu près 10% d'AVC à 2 ans. Donc, une chance sur 10 d'avoir un AVC dans les 2 ans, c'est pas rien, même si les résultats sont meilleurs. Carmat, dans les 40 patients, ils n'ont à ce jour aucun AVC. Donc, et puis le fait qu'ils s'adaptent, etc. Donc, ils ont sûrement des éléments à faire valoir, mais il n'y a pas encore un décollage, j'ai envie de dire, ni de Carmat, ni de l'assistance circulatoire mécanique de longue durée. Ça reste, malgré nos plutôt bons résultats, ça reste assez confidentiel. Ça a du mal à... Carmat aux États-Unis, ça coince? Alors Carmat aux États-Unis, ils en ont fait 3, c'est sûr. Alors peut-être quelques-uns, voilà, ils sont en cours. Il y a eu du Carmat aux États-Unis, 3 ou 4, je crois, à ma connaissance. 3, voilà. Gardez le micro. Oui, ça fait 50 ans que je patauge dans l'assistance circulatoire et la greffe. Alors je prends aujourd'hui un peu de recul. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé ta présentation parce qu'elle met le doigt sur le point essentiel. Dans les courtes durées, qui doit faire ça? Est-ce qu'il faut des centres d'ECMO partout ou est-ce qu'il faut un ECMO center par région? Et pour l'assistance de longue durée, tu montres bien la décroissance de l'activité. Alors, bon, c'est très impressionnant, mais enfin, il faut regarder les chiffres. L'assistance circulatoire, ça ne plaît pas. Et pourquoi ça ne plaît pas? Mais pour plein de raisons. La première, les malades n'en veulent pas. Ils préfèrent la promesse d'un clip qui ne marchera pas, d'une resynchronisation ventriculaire qui leur donnera l'impression qu'ils vont mieux. La qualité de vie est meilleure, mais la durée de vie est la même. Donc, ils ne veulent pas d'un système agressif. Les cardiologues, ils ne sont pas au courant de l'assistance circulatoire. Ils ne savent pas les résultats de la greffe, parce qu'ils n'en ont rien à foutre de la greffe. Ils ne connaissent pas les résultats de l'assistance circulatoire de longue durée, parce qu'ils estiment que c'est un joujou pour les chirurgiens. Ça fait 50 ans qu'on entend dire que les chirurgiens s'amusent avec leur joujou, et que leur joujou ne marche pas. Voilà ce qui est dit dans les sociétés de cardiologie. C'est enregistré. Il a fallu Sauf que maintenant, on a l'impression que les joujoux marchent. Mais c'est pour ça, mais peut-être, oui. On s'est battu comme des lions pour obtenir un A de la société européenne dans les recommandations. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 ans, les discussions, pour admettre que ça marche. Donc ça montre bien qu'ils n'en veulent pas. Et alors les chirurgiens d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes que dans le temps. Dans le temps, ils fonçaient à travers, c'était la découverte de l'Ouest, on découvrait l'assistance circulatoire, on était prêt à faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus mesuré. Les internes et les chefs, ils regardent leur temps de truc, là,
Voilà. Pas à Rennes. Alors, aujourd'hui, il y a les guidelines. Oui, non, mais Il y a les- c'est un peu... Oui, non, mais c'est important, les guidelines. Enfin, je veux pas- À Rennes, ça c'est la Non, Non, mais pas le cas. c'est vrai là. C'est vrai que c'est aussi, c'est vrai. Moi, je dis souvent, c'est un peu la cancérologie de la chirurgie cardiaque, l'assistance. Exactement. Et notamment de la longue durée, c'est de la cancéro. Et ils ont une métastase, ils vont faire un AVC, il faut les suivre. C'est très chronophage, c'est très demandeur. Ça embolise l'arrière. Voilà. Donc c'est sûr que c'est assez ingrat, entre guillemets. Il y a un côté valorisant de mettre la pompe, mais la pompe, ça dure 3 heures dans la vie du malade. Le reste, c'est beaucoup de suivi, quoi. Et peut-être aussi que la communauté chirurgicale n'y est pas très, c'est pas très attractif, peut-être, c'est vrai. Non. Donc c'est multifactoriel, Les cardiologues français, parce que les cardiologues allemands, par exemple, sont beaucoup plus portés sur la machine. Mais aussi, ça dépend aussi de votre accès à la greffe. L'Allemagne met beaucoup plus de pompes, parce que l'Allemagne a aussi un accès bien moindre à la transplantation. Donc c'est difficile de comparer, parce qu'en France, et peut-être à raison, hein, c'est pas en France, la greffe est le traitement de référence. Et on va essayer de passer en force. Il faut greffer, il faut qu'on greffe, on met des ECMO et on demande une super urgence, on demande une priorité, et pourquoi pas. Hein. Mais j'ai le sentiment qu'en voulant passer absolument par la greffe, qui pour moi est une espèce de trou de serrure, alors pour celui qui passe dans le trou de serrure, il va être très bien, hein, de l'autre côté de la porte. Hein. Mais on oublie qu'il y a une fenêtre ouverte qui permettrait de sortir. Et c'est l'assistance. C'est l'assistance, alors, avec des contraintes. Mais si on regarde la population globale qui est coincée dans la pièce et qui essaye de sortir, je me demande si on ne perd pas des malades parce qu'on va pas, on sort pas, on pourrait en sortir un certain nombre par la fenêtre quand même. Mais bon, voilà, c'est un sentiment. Merci Erwan pour ta très belle présentation, pleine de conviction. J'ai juste une petite question à poser. Est-ce qu'on ne peut pas aussi incriminer, pour expliquer cette chute, la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, la qualité de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque en amont? Si. C'est vrai que les médicaments fonctionnent. Et peut-être mieux dans certains Les pays que dans médicaments. d'autres. Parce qu'en Alors Amérique, voilà, ils sont pas c'était très bien, ce que ils sont j'allais te dire, pas Karim. pris en Mais charge. alors, mais pourquoi parce qu'on a l'Entrestone, on a les glyphosides, maintenant il y a les 4 fantastiques dans l'insuffisance cardiaque. Et c'est vrai que la mortalité chute. Les nouveaux médicaments de l'insuffisance cardiaque fonctionnent. Mais là où je m'interroge encore, c'est que en Espagne, en Italie, ils ont l'Entrestone, ils ont les glyphosides. Pourquoi ou alors il y a des différences peut-être. Bon, alors les cardiologues s'en foutent pas, ils sont bons. D'accord, c'est pour corriger. Mais c'est vrai qu'il y a sûrement aussi les progrès de l'insuffisance cardiaque médicamenteuse. Ouais. Bravo. Merci.